I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Bonjour Philippe, oui, Bonjour je suis Thierry. là, j'appâte le chaland. On est toujours là. Hein. Le client. Venez voir Philippe Collignon. On va partir du côté de Cheverny pour parler de tulipes. C'est vrai qu'on imagine que les tulipes, on ne les verra que qu'en Hollande. Eh ben, on se trompe. Ben non, on va rester en France. Pourquoi aller oui. en Hollande? Alors, le château de Cheverny fait partie de la grande famille des châteaux de la Loire. Il est très connu pour son exposition permanente sur les œuvres d'Hergé. On peut découvrir les secrets de Moulinsart. Près de 1,5 million de visiteurs ont vu cette exposition. Alors, ce qui est beau aussi dans un château aujourd'hui, ce sont ses jardins. On connaît Chantilly, Courson, Saint-Jean-de-Beauregard. Alors, ils ont beaucoup fait des fêtes des plantes qui ont rapporté un peu d'argent pour faire fonctionner le château, mais pas que, parce ça nous permet de découvrir le patrimoine d'une façon un peu différente, et ça, c'est vraiment très beau. Alors, Cheverny, pourquoi Cheverny? Parce qu'ils ont créé cette année un très grand ruban de tulipes, une mise en scène tout à fait exceptionnelle à voir jusqu'à début mai. Vous allez voir, il y a des milliers, des millions de tulipes à découvrir. Regardez. Cheverny est ouvert au public depuis 1922. C'est un château privé qui est dans la même famille depuis plus de 6 siècles. Et chaque génération s'efforce de l'embellir. La demande était croissante des visiteurs de pouvoir voir des fleurs. Donc on s'est lancé dans cette aventure florale il y a une quinzaine d'années, en commençant par le jardin potager. Et puis 1 an après, nous avons construit ce jardin dans lequel nous sommes le jardin des apprentis. Et quelques années plus tard, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure des bulbes. Je suis tombée par hasard sur une carte de Pâques dessinée par Hergé où on voyait les Dupont avec chacun un magnifique bouquet de tulipes. Et donc là, ça a fait tilt. Les tulipes qui commencent le plus tôt, ce sont les tulipes botaniques du mois de février et qui vont se terminer au mois de mars. Et celles qui vont reprendre le relais au mois de mars pour le mois d'avril, ça va être les triomphes et les Darwin. Ici, particulièrement sur ce ruban de tulipes, qui fait 160 mètres de long sur 10 mètres de large, on en a planté 120 000. La Darwin, c'est l'une des plus hautes tulipes qui existent en multitude de couleurs, en rose, en noir, en ce que vous voulez. Elle tient énormément et très très bien en bouquet et c'est l'une des plus rustiques. Les triomphes sont un peu moins hautes, mais elles tiennent encore plus en bouquet, du fait qu'elles n'ont pas une énorme tige, donc elles ne nécessitent pas énormément d'eau. Elle pourra tenir 3 à 4 jours de plus qu'une Darwin dans un vase sans problème. La tulipe perroquet, c'est une double tardive qui fleurit plutôt au mois de mai. C'est une tulipe qui peut atteindre une hauteur de 30 à 35 cm de haut, qui n'est pas superbe en pot ou en bouquet, car c'est une grosse floraison qui ne tient pas forcément très longtemps. Mais par contre, qui fait tout de suite son effet. On pourrait avoir une floraison de tulipes du mois de février jusqu'au mois de mai, si on plante ces variétés-là. Pour planter des tulipes dans de bonnes conditions, il faut que la terre soit absolument sableuse. Le sable va drainer l'eau. Si on veut avoir une plantation super homogène comme celle-ci, on doit planter à peu près 50 à 55 tulipes par mètre carré pour qu'on ait une certaine densité. Et il faut absolument que ça soit vraiment bien ensoleillé. Il manquait de couleurs à Cheverny, il manquait de romantisme. Et on est arrivé à ça avec tous ces jardins. Maintenant, on a 3 jardins, un labyrinthe. Et ce bandeau multicolore avec des couleurs subtiles grâce à ces tulipes. C'est somptueux. Magnifique. Il va y avoir du monde à Cheverny ce week-end. Ah oui, ben là, ça va être la pleine saison. Là, on les avait filmés il y a quelques jours. C'était pas encore tout à fait au top. Là, ce week-end, c'est parfait pour les voir. Et vous verrez que la bonne idée à prendre, c'est de planter des couleurs en dégradé, c'est-à-dire ils vont du blanc presque au noir, et donc vous avez un effet de perspective, une grandeur qui n'est pas si vous mélangez les variétés entre elles.
Merci beaucoup. On vous retrouvera demain pour Télématin. Voilà, c'est encore les vacances pour certains. Alors, si vous passez par l'Ardèche, plus précisément dans les gorges du Doubs, bien sachez que là-bas, il y a une sorte de machine à remonter le temps, des locomotives à vapeur qui ont été remises sur rail et qui continuent comme ça à sillonner l'Ardèche. Et dans une de ces deux locomotives, il doit y avoir Laurence Beauvillard. Dans quelques jours, c'est le printemps et le début de la saison touristique. Ici, à Tournon-sur-Rhône, eh bien, on a remis en route des locomotives régionales qui ont circulé en Ardèche depuis plus d'un siècle. Alors ça, c'est une Malais 030 numéro 403. Elle est de 1903. C'est les plus anciennes machines à vapeur du réseau et elle est classée monument historique. Petit train s'en va dans la campagne. Ça, c'est les bielles qui sont d'origine, donc si on s'entend. Par contre, tout ce qui est les bagues en bronze que vous avez ici, par exemple, ça, c'est des bagues qui vont s'user au fur et à mesure du fonctionnement et qu'il va falloir changer. Et on va donc chauffer un volume d'eau pour le monter à 150-180 degrés et produire de la vapeur à 14 bars de pression dans cette chaudière. Et ensuite, la vapeur, une fois produite, est envoyée dans les cylindres que vous avez ici à l'avant. Et ce sont ces cylindres qui vont servir à détendre la vapeur et à entraîner les ronds en rotation par l'intermédiaire de bielles et pistons. Une machine à vapeur, il faut d'abord avoir une chaudière en pression, c'est-à-dire qu'on va allumer le feu. Ensuite, on va passer au charbon et il faudra 3-4 heures pour arriver à avoir une machine opérationnelle. Donc il faut bien anticiper son démarrage. Il n'est pas question d'arriver le matin à 8 h pour partir à 8 h 15. Il y a 52 points de graissage à faire en tout. Faut pas en oublier. Sinon après ça chauffe. Cette machine-là, elle est de quelle année? Elle est de 1932. D'accord. Elle a été construite en Alsace par la SACM. Donc ce qui est devenu aujourd'hui Alstom qui construit les TGV. Là, qu'est-ce que c'est alors tous ces manomètres? Alors là c'est la pression qu'il y a dans la chaudière. Donc quand l'aiguille affichera 14,8, presque 15 par là, les soupapes vont... On dit que les soupapes pètent en fait, voilà, c'est d'un coup elles lâchent, c'est comme la cocotte minute, voilà. Donc là j'ai mis la marche avant et maintenant je vais envoyer la puissance dans le moteur. C'est parti. C'est parti. Donc on va démarrer tout doucement au départ, on vient purger les cylindres. Sur une machine à vapeur, il y a toujours un chauffeur, un mécanicien. Donc le mécanicien va assurer la conduite du train et on va dire la surveillance mécanique de la machine. Et le chauffeur va lui produire la vapeur, donc alimenter le foyer en charbon, alimenter la chaudière en eau et va donc produire la vapeur au fur et à mesure des besoins du mécanicien. La locomotive à vapeur, ce n'est pas vraiment écologique. Elle est même très énergivore. Seule, elle pèse 46 tonnes, elle roule en moyenne à 30 km/h et pour le demi-tour, c'est à bras d'homme. Pour chaque kilomètre parcouru, elle va consommer 100 litres d'eau et 5 kg de charbon. Un gouffre. Qui est-ce qui vous fait le ménage? On le fait nous, mais une fois par an. Voici 85 ans que cette locomotive sillonne l'Ardèche. Une vieille dame en pleine forme et le secret de sa longévité est dû au fait qu'elle a toujours été entretenue et qu'elle a toujours circulé. Une situation qui va être difficile à maintenir car aujourd'hui en France, il y aurait moins de 100 personnes capables d'entretenir et de conduire une locomotive à vapeur. Merci beaucoup Laurence, à bientôt. Bon, Jean-Sébastien, on va essayer de mettre un pied devant l'autre, comme le dit si bien Madness. Ça a été compliqué hier soir. Ouais, une soirée compliquée encore pour le football, avec des incidents cette fois du côté de Lyon, entre les supporters de l'Olympique lyonnais, ceux du Beşiktaş Istanbul. Ça a commencé à l'extérieur du stade, vous l'avez vu dans le journal, avec de violents incidents. Ça s'est prolongé également avant le coup d'envoi. Dans le stade, on a frôlé le chaos, franchement. Regardez ces images. Les supporters lyonnais que l'on voit ici sur la pelouse, eh bien, ils ont dû descendre pour se protéger des projectiles des supporters turcs. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a même dû aller en tribune, vous l'avez vu, pour calmer les supporters. Bilan 45 minutes de retard quand même. Il y a quand même eu du foot. Allez, avec le Beşiktaş qui a ouvert le score en première période ici par Tosun. Et puis Lyon, heureusement, a réagi à 10 minutes de la fin avec 2 buts. D'abord, celui-ci de Tolisso. Et puis, vous allez le voir, Jérémy Morel a profité d'une erreur du gardien turc pour offrir la victoire à l'OL. Score final 2-1, heureusement pour Lyon.
Allez, autre quart de finale, de la Ligue Europa, Anderlecht, Manchester United. Ce sont les Anglais qui ouvrent le score avec cette passe d'Ibrahimovic. Vous le connaissez, pour Mkhitaryan, ça fait 1-0 pour Manchester United. Les Belges, ils vont revenir dans ce match grâce aux jeunes de Donker en toute fin de rencontre. Un partout, belle perf d'Anderlecht, tout est possible là avant le match retour. Et puis cet autre match encore entre l'Ajax d'Amsterdam et le Schalke 04. Là, les Hollandais, ils ont passé une bonne soirée, tranquille, d'abord avec ce penalty de Klaassen pour ouvrir le score. Et puis, vous allez le voir, Klaassen qui va s'offrir un doublé hier soir avec ce nouveau but en deuxième période. Le voici, l'Ajax d'Amsterdam qui a pris une sérieuse option pour les demi. Hier soir, donc, contre les Allemands de Schalke 04. C'est bien parti pour eux. Du handball à présent. Oui, du handball avec le PSG qui a fait un grand pas vers le titre hier soir de champion de France, qui jouait contre l'un de ses principaux rivaux, Montpellier. Eh bien, c'était le match au sommet de cette journée de championnat. Regardez la joie des Parisiens, d'abord au coup de sifflet final, évidemment, car le match a été très serré, très indécis. Les Parisiens qui ont attendu effectivement la fin pour s'imposer in extremis avec ces buts qui ont fait la différence, notamment le tout dernier, celui de Luka Karabatic, c'est le frère de Nico Karabatic. Score final 34-33 et le PSG donc en tête du championnat Montpellier, 3e ce matin. Du tennis, voici Benoît Paire. Tout va bien pour lui à Marrakech. Le Français s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a battu le Moldave Albot. On le voit ici, la balle de match. Score final 6-2, 6-2. Au prochain tour, il affrontera Tommy Robredo, l'Espagnol. Autre Français, Jérémy Chardy, toujours Marrakech. Lui, il a été éliminé par l'Allemand Cole Schreiber en 3-7, 6-0, 2-6, 6-3. Chardy s'arrête donc ici. Et puis du cyclisme avec ce duel entre Français à l'arrivée du Grand Prix de Denain. Arnaud Demar de la FDJ, il est en bleu. Nasser Bouhanni et Cofidis, il est en rouge. Tous ces joueurs au sprint, vous le voyez Thierry, après 196 km, c'est le coureur de la FDJ qui s'est imposé. 4e victoire en 2017 pour Arnaud Demar, qu'on voit ici sur le podium. Il est donc en très grande forme en ce début de saison. Fernando Alonso qui fait une infidélité à la Formule 1. Ouais, là je vais vous parler d'un sacré défi quand même. Alors, il s'agit donc d'un double champion du monde de F1. Vous connaissez Fernando Alonso. Il rêve, figurez-vous, de disputer les mythiques 500 miles d'Indianapolis. C'est aux États-Unis, c'est une des courses les plus connues au monde. Eh bien, l'Espagnol, qu'on va voir sur ces images lors de la présentation de sa F1, c'était en début de saison. Eh bien, il rêvait donc de courir dans cette épreuve qui est connue dans le monde entier. Je vous l'ai dit, il va réaliser son rêve le 28 mai prochain. Il va délaisser sa F1 le temps d'un week-end. Et il va courir au volant d'une McLaren spécialement adaptée. Alors la dernière fois que McLaren avait remporté les 500 miles, c'était sur ces images, en 1976 avec ce Britannique Johnny Rutherford. Ces images d'archives donc, et vous savez que Fernando Alonso, quand il court, il gagne. Il va essayer de gagner Indianapolis, ce ne sera pas facile, il y a beaucoup de spécialistes. Allez, on termine avec ces images du Mondial du Vent disputées à Leucate, c'est dans l'Aude, c'est au-dessus de Narbonne et c'est beau. Alors c'est une épreuve de Coupe du Monde et ça se voit. Regardez Thierry, ces champions de kitesurf. C'est beau, hein, comme ça, ils ont multiplié les sauts, les figures aussi, ça vole haut quand même parfois, la preuve. Et dans ce mondial, il y avait aussi l'élite du windsurf. Vous le voyez, quand il y a du vent, eh bien, ça va vite, c'est de la planche à voile. Hein. Les meilleurs peuvent frôler jusqu'à 100 km/h. Ça va durer tout le week-end, alors si vous êtes dans la région, allez-y. Merci beaucoup Jean-Sébastien et à une prochaine fois. Bonne journée. Merci. Nous, on continue avec Sophie Pignal. On va parler d'emploi. Les chômeurs sont de plus en plus nombreux à se prendre en main pour faire décoller leur recherche d'emploi. Eh bien, nous allons rencontrer Nathalie. Nathalie, elle a décidé de créer un site internet capable de sélectionner les offres qui correspondent à ses compétences. Sophie Pignal l'a rencontrée pour nous en parler. Pardon ? L'annonce ne stipulait pas qu'il fallait cette formation ? Notre décision sera prise en fin de semaine. Le site s'appelle Workeyes et c'est Nathalie qui en a eu l'idée. La plateforme qu'elle a créée va rechercher sur Internet les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. J'étais chez moi, je cherchais du travail, j'ai reçu une offre d'emploi qui était tellement éloignée de mes compétences que je me suis sentie énervée, fâchée et je me suis dit qu'il devait y avoir un moyen que de telles choses n'arrivent pas. L'ambition, c'était de permettre aux chercheurs d'emploi, aux chômeurs, de recevoir des offres d'emploi qui correspondraient exactement à leurs compétences. Un ami qui était développeur codeur m'a dit « Banco, on le fait ». Ça va faire presque 6 mois que je suis sur ce site Workeyes. Curieusement, j'ai vu que ce site avait été créé par un chômeur, par quelqu'un qui était en recherche d'emploi. Donc il y a eu déjà ce petit capital sympathie qui m'a entraîné vers ce site. Après, je dirais que la façon dont le site a été organisé et géré m'a bien plu. Le fait que les compétences étaient mises en avant par rapport à une recherche d'emploi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, contrairement à ce qu'on peut trouver d'une manière générale sur les job boards. Quand vous vous inscrivez sur un job board, vous renseignez un intitulé de poste. Par exemple, secrétaire commercial. Et le filtre se fait sur la base de l'intitulé du poste.
nous, ce qu'on propose, si vous voulez, c'est une réception d'offres d'emploi cadrée, calée sur des compétences. J'ai eu plusieurs offres qui pouvaient m'intéresser, correspondant à mon profil. Et j'ai l'impression que ce site colle beaucoup plus à la réalité de ce que je recherche, de par les compétences que j'ai définies au préalable. Lancée en septembre 2016, la plateforme a de plus en plus d'adeptes. Et pour décupler son efficacité, Nathalie s'est attachée à convaincre les job boarders de devenir partenaires. Le premier à avoir accepté s'appelle Marco Vijazinovic, c'est le président du site Météo Job. On a été le premier site dans le monde à faire le matching entre les offres d'emploi et les candidats. Et c'est vrai que notre objectif, c'est simplifier la recherche d'emploi. Donc c'est le même objectif que Nathalie. Mais Nathalie, elle s'est vraiment focalisée et elle est dédiée aux demandeurs d'emploi. Nous, on lui apporte 100 000 offres d'emploi tous les jours. Donc il y a quand même maintenant du contenu puisqu'elle a beaucoup d'offres d'emploi. J'envisage la gestion de ce site comme une seconde partie de carrière. J'espère pouvoir un jour me rémunérer d'une manière ou d'une autre. La plupart des boîtes, on le sait, c'est créé sur son expérience personnelle, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Elle a eu une mauvaise expérience dans sa recherche d'emploi et elle a eu l'idée, elle a dit je vais simplifier la recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Belle initiative que celle de Nathalie qui a ouvert son site internet à toutes les personnes en recherche d'emploi. Elles peuvent ainsi bénéficier gratuitement du service et échanger grâce au forum proposé sur la plateforme. Merci beaucoup Sophie. Allez faire un petit tour sur le site. Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città. Alors Béatrice, Benoît Oui, Gonin, Thierry. j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce personnage un peu sulfureux qu'on appelle l'enfant terrible de l'art contemporain britannique. Voilà, Damien Hirst fait partie, il est dans la lignée des artistes très contemporains, très cotés sur le marché de l'art, comme les Jeff Koons, comme les Takashi Murakami. Damien Hirst, on le connaît très bien, parce que même ce qu'il a fait, ses œuvres d'art ont été reproduites, notamment des crânes avec des papillons, on voit ça partout. C'est lui aussi qui faisait des petites gélules, en fait il faisait des grands tableaux avec des petites gélules alignées comme ça à l'infini. Et puis il a aussi beaucoup marqué les esprits parce qu'il avait fait une œuvre, c'était une vache ou un veau, en tout cas un gros animal découpé en tranches, conservé dans du formol et on pouvait voir les entrailles de la bête. Mais ça faisait quelque temps qu'il faisait moins parler de lui parce qu'il était sur un projet complètement dingue. Ce projet-là, en ce moment, il est à Venise, à la Pointe de la Douane et au Palazzo Grassi. Sur les deux lieux, c'est la première fois que la Fondation Pinault, puisque ce sont les musées de M. François Pinault, donne carte blanche à un artiste sur ces deux lieux. Mais il fallait de la place parce qu'il a eu une idée. C'est ça l'histoire, il faut que je vous la raconte. Il a une idée complètement dingue, un projet de plus de 10 ans. Il a imaginé un riche collectionneur dans l'Antiquité qui collectionnait des trésors du monde entier. Il a transporté son trésor sur un bateau, immense bateau, et le bateau a fait naufrage. Le bateau a fait naufrage et du coup, on a ressorti ces antiquités du fond des mers pour les exposer, les restaurer, les exposer ensuite dans un musée. Ça, c'est l'idée, ce sont des expos qu'on voit partout. Sauf que lui, il a tout inventé. Mais il invente tout jusqu'au nom des déesses qui n'existent pas, des pays qui n'existent pas, une époque qui n'existe pas, Donc on imagine des dieux qui n'existent pas. C'est lui qui a même découvert l'épave. En gros, c'est ça, c'est lui qui aurait... C'est lui qui aurait, et il aurait sorti ses œuvres d'art. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on y croit. On se demande jusqu'à quel point c'est pas vrai. Parce qu'on commence par une vidéo dans l'exposition et on se demande, même moi je me suis dit, mais en fait c'est vrai ou pas? Ce sont des vraies antiquités, ce sont des vraies sculptures? Non, parce qu'à un moment donné, quand on voit sortir Mickey du fond des mers avec des coraux un petit peu partout, on se doute bien que... Vous allez voir, c'est colossal, regardez bien, il y en a partout et c'est immense. Il a habillé ces deux lieux et il fallait le faire. Regardez. L'artiste, Damien Hirst, est un artiste, il est aussi un collectionneur. Lui-même collectionne les objets de curiosité, les merveilles de la nature, les tableaux des artistes anglais ou autres. Donc il a en lui cette idée que collectionner, c'est rassembler un monde, c'est comme créer un monde. Il a eu, je crois, cette idée un peu démiurgique de créer non simplement un ensemble d'œuvres, comme peut le faire n'importe quel artiste pour n'importe quelle exposition, mais aussi de créer un univers. Il nous laisse la possibilité de croire ou de ne pas croire, de croire au mythe
de croire à l'histoire, de croire à l'art, ou de ne pas y croire, ou d'y croire un peu. Et c'est cette liberté, cette sorte d'indécision qui laisse la place au rêve et qui, je crois, est ce qui l'intéresse le plus. À l'entrée de l'exposition, on voit des films documentaires qui montrent de manière extrêmement précise comment chaque objet a été sorti de l'eau par une expédition archéologique sous-marine au large des côtes de l'Afrique. On voit les équipes d'archéologues et de scaphandriers venir chercher les objets au fond de la mer et les ressortir. Les grandes collections privées, à l'époque antique, puis ensuite à l'époque baroque, jusqu'à l'époque des Lumières, étaient non seulement en général des collections d'œuvres d'art, mais on y trouvait aussi bien des merveilles de l'art que des merveilles de la nature, que des curiosités historiques. C'est ce qu'on appelait les chambres des merveilles, ou les cabinets de curiosités, dans lesquels la passion du collectionneur était de rassembler les merveilles de l'art, les merveilles de la nature et les merveilles de l'humanité. Et c'est un petit peu à ce genre de chambre des merveilles que Damien Hirst nous invite ici à Venise. Ce qui est extraordinaire à Venise, au Palazzo Grassi à la pointe de la Douane, c'est que toutes les salles donnent sur l'eau. La lumière est sans cesse reflétée par l'eau, elle miroite, et les œuvres sont mises en rapport avec cette dimension aquatique d'où elles sont censées arriver. Et c'est amusant aussi d'imaginer et de se souvenir que l'origine de la pointe de la Douane, c'était les anciennes douanes de Venise, la douane de mer, et donc tout objet ou toute œuvre venant de la mer et qui arrivait à Venise devait passer par la pointe de la Douane. Et c'est donc tout naturellement qu'elle s'installe dans ce lieu. C'est impressionnant. Hein, c'est très impressionnant. En tout cas, on peut dire quand même qu'il y a eu du boulot, 10 ans de travail. Alors, il y a ceux qui vont dire c'est kitsch, ça sert à rien, il n'a rien inventé. Enfin bon, bref. Moi, quand même, pour y être allée, je trouve ça extrêmement impressionnant. Et puis, il y a de quoi regarder. Et puis, c'est léger. Voilà, ça raconte une histoire. C'est donc à Venise. Jusqu'au mois de décembre, vous avez 5 minutes. Parfait. Merci, Béatrice. On passe à la revue de presse de Frédéric Vion. Là. Bonjour Frédéric, bonjour. Alors politique encore et toujours politique. Oui, forcément. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait le titre du jour en couverture. Malheur aux vaincus. Que se passera-t-il dans le camp des candidats qui vont échouer? Le journal se penche sur les 5 plus gros candidats à la présidentielle. Alors évidemment, ils disent tous qu'ils sont certains d'être au deuxième tour et même de gagner. C'est le jeu. Mais dans le cas contraire, alors Jean-Luc Mélenchon veut constituer un mouvement style Podemos à la gauche de la gauche. Emmanuel Macron, lui aussi, essayerait de transformer En Marche en véritable mouvement politique dans la durée. Mais au Front National et aux Républicains, le Parisien prévoit que ce serait la guerre si Marine Le Pen ou François Fillon ne sont pas au deuxième tour. Leurs partis respectifs seront à couteau tiré. Florian Philippot pourrait être sacrifié par le FN et du côté LR, François Fillon serait, je cite, crucifier son parti le rendrait responsable de cette défaite alors que l'élection semblait imperdable pour la droite il y a quelques mois. Et puis c'est sans doute au Parti socialiste que la situation est la pire. Le PS est déjà dans l'après, la défaite semble actée déjà. Écrit le Parisien, le journal se demande même si Benoît Hamon va se retirer, ce qui augmenterait les chances de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Est-ce que le candidat socialiste voudra ainsi faire barrage à la droite? Le Parisien pose la question, mais sans y croire, écrit-il. Voilà pour les principaux candidats et puis pour les autres, les petits candidats. Alors il y en a qui sont lucides. Vous lirez dans Libération un grand article sur Philippe Poutou qui dit qu'il sait très bien qu'il n'a aucune chance. Mais de toute façon, estime-t-il, les élections ne changent pas vraiment la vie des gens. L'important, ce sont les luttes sociales, c'est la lutte syndicale, les grèves. Ça, c'est le credo habituel de l'extrême gauche. En tout cas, il y a quelque chose de particulier dans cette campagne 2017, c'est que jamais elle n'a été aussi personnelle par rapport aux autres élections 2012 ou avant. Certains candidats sont vraiment très isolés, explique, vous voyez, le journal Les Échos. François Fillon ou Benoît Hamon sont très isolés dans leur propre camp. Ils n'ont plus guère autour d'eux qu'une garde rapprochée. De même, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se sont lancés dans cette élection en aventuriers solitaires, je cite le journal. Alors ça pose un problème parce que les programmes passent un peu au deuxième plan derrière les personnalités de chacun, encore plus que d'habitude. On verra si ça change pour les législatives. Je passe maintenant à quelques bonnes nouvelles. D'abord, l'élection de Christiane Lambert, première femme élue présidente de la FNSEA, la principale fédération des agriculteurs. C'est une bonne nouvelle, pas seulement parce que c'est une femme, vous voyez ici l'article du Figaro, mais
aussi parce qu'elle accuse l'Allemagne en l'occurrence, de pratiquer le dumping, c'est-à-dire, vous savez, les immenses fermes industrielles où on fabrique des produits agricoles de mauvaise qualité pour un prix dérisoire, ce qui met les agriculteurs ordinaires sur la paille. Alors pour l'instant, c'est qu'une déclaration d'intention de cette nouvelle présidente de la FNSEA. On verra si c'est suivi des faits. Article, vous le voyez, à lire dans Les Échos ou dans La Croix. Autre bonne nouvelle, de plus en plus de supermarchés arrêtent de vendre des œufs de poule en batterie. Je ne sais pas si vous regardez la provenance des œufs quand vous achetez. On peut, c'est marqué sur les paquets. On connaît les conditions épouvantables d'élevage des poules en batterie enfermées toute leur vie dans des cages minuscules. Et bien, de plus en plus de supermarchés renoncent à ces produits-là. Les œufs de la marque Auchan, par exemple, abandonneront l'élevage en batterie d'ici 5 ans. C'est déjà le cas depuis longtemps de Monoprix. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les 2/3 des poules françaises sont toujours en batterie. Enfin, dernière bonne nouvelle. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Figurez-vous, nous dit Libération, qu'on vient de découvrir qu'on peut se passer de beaucoup de produits chimiques, beaucoup de solvants très polluants. Comment ? Il suffit de broyer tout simplement dans un pilon les matières utilisées par exemple pour fabriquer les médicaments. Apparemment, ça marche aussi bien que de les dissoudre avec ces solvants chimiques qui sont actuellement utilisés et qui sont très polluants. Il suffit de broyer tout bêtement, il suffisait d'y penser. Article dans Libération, on va finir par réinventer l'œuf de Colomb. Et ben là, voilà, broyons. Broyons. Merci beaucoup, à tout à l'heure Frédéric pour la revue de presse culturelle. En Bretagne, et c'est la raison pour laquelle on va retrouver Lilia Melconian du côté de Londres. Faut-il ou non sanctionner les parents qui décident d'emmener leurs enfants en congé en dehors des périodes de vacances scolaires? C'est très fréquent chez les Anglais, puisque les prix doublent, voire même triplent en haute saison. Et de plus en plus de familles préfèrent faire sécher les cours à leurs enfants pour payer les billets d'avion moins chers. Mais depuis 2 ans, j'ai cru comprendre que les parents risquaient gros. Lilia, bonjour. Face à ce phénomène d'absentéisme de plus en plus important, le Parlement britannique a voté une règle. En 2013, les enfants n'ont le droit de rater l'école que, je cite, dans des circonstances exceptionnelles, à savoir des maladies ou des fêtes religieuses, et uniquement avec l'accord de la direction de l'établissement. Sinon, ils risquent une amende. S'ils ne payent pas l'amende, ils risquent une majoration, et s'ils ne payent pas la majoration, eh bien, ils sont tout simplement convoqués devant un tribunal. Un cas spécifique ici a défrayé la chronique ces dernières semaines, et c'est le cas d'un père de famille, John Pratt, qui a préféré emmener sa fille à Disney en Floride plutôt que de l'emmener à l'école. Il a été condamné, mais il a décidé de faire de son cas un exemple pour le combat des parents pour la liberté de choisir pour leur enfant. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est un problème récurrent en Grande-Bretagne à chaque retour de vacances, des chaises vides, des absences qui ne sont souvent pas liées à des enfants malades, mais bien à des parents qui ont décidé de prolonger leur congé. C'est le choix qu'a fait John Platt en 2015. Ce papa décide d'emmener ses filles à Disney en Floride. Pour cela, la petite Maisie doit rater 7 jours d'école. La directrice refuse de les lui accorder, mais la famille part quand même. Maisie, que penses-tu de cette situation? Je sais que tu n'as que 7 ans, mais... J'aime les vacances. Elle aime les vacances. Seulement voilà, la loi britannique est très claire. Si un enfant rate ne serait-ce qu'un jour d'école sans autorisation, les parents encourent une amende, voire même risquent un procès s'ils refusent de payer. John Platt est donc condamné. Si un élève peut être dispensé de classe quand cela arrange ses parents, il en va de même pour les autres. Différents élèves pourront alors manquer l'école à différents moments et perturber le bon déroulement des cours. Chaque système éducatif implique le respect des règles. La décision est prise par la Cour suprême. Elle s'appliquera donc désormais à tous les parents dans ce cas-là. John Platt lance alors une campagne pour dénoncer ce verdict. La question ne concerne plus les vacances pendant le temps scolaire, mais il s'agit de l'État qui prive les parents de leur pouvoir de décision concernant leurs enfants. Vous ne pouvez plus désormais choisir de retirer vos enfants de l'école, ne serait-ce que pour une matinée, sans la permission de l'État. Le sujet fait désormais débat sur les plateaux de télévision et crée la polémique dans la rue. Si je veux faire une bonne affaire pour mes vacances, tant que mon travail me le permet, alors malheureusement l'école sera le cadet de mes soucis. Si tu pars à Pâques aux États-Unis par exemple, tu payes 2 fois plus cher, parce que c'est les vacances scolaires. C'est ridicule. Ça ne m'étonne pas que les parents partent pendant les périodes d'école. L'amende infligée aux parents est de 60 pounds, soit 70 €. Pas de quoi dissuader ceux qui cherchent à fuir les vacances en haute saison. Ils étaient plus de 800 000 en 2015. Alors Lilia, question, est-ce que ça existe aussi en France, les condamnations pour absentéisme ?
Oui, en France aussi, il y a une loi de lutte contre l'absentéisme scolaire. Au-delà de 10 jours d'absence non justifiée, les parents risquent entre 750 et 1000 euros d'amende. Et surtout, ils risquent une peine de prison de 2 ans avec sursis. Quelques parents ont déjà été condamnés, mais c'est plutôt pour des collégiens qui séchaient l'école. Mais c'est rarissime et c'est bien loin d'être un phénomène comme ici en Grande-Bretagne. Il faut dire que 2 ans de prison avec sursis, c'est bien plus dissuasif que 60 pounds d'amende. Merci beaucoup, Livia Melconian. Bonne journée du côté de Londres. On continue avec la météo. Et là, cette fois-ci, Jeff Wittenberg pour les 4 vérités. Et l'invité de Jeff Wittenberg aujourd'hui, c'est Raquel Garrido et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Effectivement, bonjour. Thierry, Raquel Garrido qui est porte-parole de la France Insoumise. Et avec elle, bien sûr, on va parler de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. À 8 jours du premier tour, vous représentez ici l'homme qui monte, Jean-Luc Mélenchon. Il monte, mais jusqu'où va-t-il monter, hein? Il y a 5 ans déjà, Jean-Luc Mélenchon réunissait des dizaines de milliers de personnes dans ses meetings. Les sondages étaient flatteurs, prometteurs. Et puis, le jour J, cela s'est terminé à 11%. Qu'y a-t-il de différent en 2017 par rapport à 2012 ? Pour moi, la différence fondamentale, c'est que cette fois, en 2017, la campagne de Jean-Luc Mélenchon n'est pas, on va dire, simplement une campagne présidentielle dans le cadre de la Ve République. Elle épouse un mouvement de fond dans la société pour plus d'éthique en politique. Hein. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques et pour plus de contrôle citoyen. Et ça, disons que la France Insoumise et Mélenchon, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que la demande pour plus d'éthique et plus de contrôle citoyen, elle est en fait massive dans la société. Et c'est ça qui permet la victoire au final. On est néanmoins dans une élection présidentielle qui s'incarne par une personne, un homme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même est prêt à devenir président de la République dans 3 semaines ? Absolument. Comment vous le sentez, cela ? Je sens qu'il prend très au sérieux sa tâche, il prend très au sérieux son rôle, y compris historique. Je ne voudrais pas être grandiloquente, mais c'est vrai que sortir d'un régime qui est la monarchie présidentielle pour permettre aux Français de construire eux-mêmes ces nouvelles institutions que seront la 6e République, c'est un rôle historique. Il en est absolument prêt et aussi à mettre en place un programme d'urgence qui est celui de l'avenir en commun avec ses aspects sociaux et écologiques. Alors les sondages, on le voyait à l'instant dans le journal, montrent un resserrement, montrent qu'aujourd'hui tout semble possible. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne demande-t-il pas le retrait, par exemple, de Benoît Hamon? Cela a été fait. Pourquoi aujourd'hui vous ne le redemandez pas? Et aussi peut-être des candidats tels que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui vous donneraient encore plus de dynamique et qui vous permettraient d'être assurément qualifiés pour le second tour. Il me semble que ce qui est formidable finalement dans cette élection, c'est que comme il n'y a personne d'assuré d'être au 2e tour, nous sommes, on va dire, contraints, mais c'est une grande liberté au fond, de voter selon nos convictions. Hein, il n'y a plus de place pour des mécanos, des calculs comme le vote utile par exemple. Donc il faut voter selon ses convictions. Et donc à partir du moment où on vote pour ses convictions, c'est normal que toutes ces convictions soient représentées. Voilà. Et donc malgré la concurrence, M. Mélenchon peut arriver à se qualifier pour le second tour. Ça veut dire que les autres vont encore baisser ? Et notamment Benoît Hamon, parce que c'est un petit peu arithmétique. Il faut pas réfléchir dans un vase clos de personnes qui ont déjà des candidats ou déjà des convictions. Notre stratégie depuis le début a consisté à parler à ces personnes qui souhaitent s'abstenir ou voter blanc parce qu'il y a une grande défiance. Et nous leur disons, passons ensemble de l'ère de la défiance à l'ère du contrôle citoyen. Voilà, obtenons le droit de révoquer les élus entre les élections. C'est 80% des Français qui sont pour le droit de révoquer les élus entre les élections. Et même cette revendication n'existerait pas si Jean-Luc Mélenchon l'avait pas proposé. Question, vous ne demandez plus, par exemple, à Benoît Hamon de se retirer en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Non, il me semble que c'est quelque chose qui les concerne. Hein. Voilà. Si c'était fait, ça les concerne en premier chef, c'est pas à nous de le dire. Alors, on va parler du programme. Le MEDEF, les milieux d'affaires sont inquiets du programme s'il était appliqué de Jean-Luc Mélenchon, mais ils ne sont pas les seuls. On a vu que le leader de la CFDT, Laurent Berger, parle d'une logique totalitaire, je le cite, d'une vision, excusez-moi, assez totalitaire que porterait Jean-Luc Mélenchon. La CFDT, c'est le premier syndicat français, ça ne fait quand même pas une très bonne publicité, ça, pour votre candidat. Oui, c'est étrange parce que, justement, quand la CFDT a organisé ces journées, il y a quelques semaines, d'accueil des candidats à la présidentielle, nous avons été accueillis tout à fait courtoisement. C'est étrange, mais ce n'est pas fondé pour vous? Disons que la CFDT, on a des très bons rapports avec eux. Ils ont écouté notre programme, ils ont lu notre programme, nous l'avons discuté, nous avons présenté notre programme pour l'entreprise. Il y avait un parti, c'est vrai, qui n'était pas invité, c'était le Front National. Oui. La CFDT l'a assumé. De toute façon, quand Jean-Luc Mélenchon sera président, il faudra des syndicats libres, qui font leur travail, c'est tout à fait normal. Les syndicats libres, ce qui a choqué Laurent Berger, ce sont notamment les louanges adressées par Manuel Bompard, qui est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, au résultat du régime d'Hugo Chavez au Venezuela, qui a considéré, je cite M. Bompard, que là-bas la pauvreté avait reculé.
Or, on connaît la situation du Venezuela. Les résultats de la politique de Chavez et aujourd'hui de son successeur Maduro, c'est beaucoup de pauvreté et peu de liberté. Alors je vais vous dire très franchement, je trouve surréaliste que dans la campagne présidentielle française, on fasse le bilan, alors qu'on ne parle même pas du bilan de François Hollande, on fait le bilan d'autres chefs d'État. Je vous avoue mais que... c'est M. Bompard, le directeur de campagne de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé du Venezuela. De toutes pièces. Franchement, je ne veux pas l'alimenter. Hein, mon temps de parole est compté, nous sommes dans le temps de l'égalité. Ce n'est pas un modèle, le Venezuela. Non, évidemment non. Évidemment non. Donc pourquoi est-on effrayé aujourd'hui par le programme fiscal, notamment de Jean-Luc Mélenchon, lorsque, par exemple, il s'agit de taxer... Alors qu'au Venezuela, il y a très peu d'impôts. Alors, restons en France. D'accord, pas de problème. Lorsque, par exemple, Jean-Luc Mélenchon propose de taxer à 90% les revenus supérieurs à 33 000 euros mensuels, comment, avec de telles mesures, vous allez garder en France les cadres dirigeants des grandes entreprises? 33 000 euros, c'est évidemment un très gros salaire, mais comment, finalement, la masse des créateurs d'emplois restera en France avec un tel programme, selon vous? Le programme de relance de l'activité économique que nous avons est massif. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de postes de travail qui sont créés, un carnet de commandes qui s'enrichit. Je vous prends l'exemple, par exemple, de l'énergie, de l'écologie. Fabriquer une éolienne, c'est nécessairement en France. Donc vous avez tout un tas d'entreprises en France qui se verront totalement lancées par cette commande publique. Après, pour ce qui est des questions fiscales, beaucoup de choses ont été dites, mais il y a un simulateur. Hein, le simulateur Mélenchon, tout le monde peut aller le voir. Et concrètement, si vous avez 2 enfants, si vous gagnez 7 000 euros par personne dans le couple, si c'est un couple, vous ne paierez pas plus d'impôts. Hein. Donc il y a 0,6% des foyers fiscaux qui sont concernés par le nouveau taux marginal. En réalité, il y a une fiscalité beaucoup plus juste qui sera faite grâce à Jean-Luc Mélenchon, y compris avec des crédits d'impôt. On a 1 000 euros qui sont donnés par enfant, 1 500 euros si vous êtes parent célibataire. Mais j'invite chacun finalement à ne pas trop écouter les hystéries locales. Disons que depuis hier, on aurait dit que tout le monde s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, mais ça nous rend service, il n'y a pas de souci. Chacun du coup peut aller voir directement sur le simulateur. Alors, évoquons un autre sujet que la fiscalité. La pierre angulaire de votre projet, c'est le changement de République via la désignation d'une assemblée constituante pour aboutir donc à la 6e République. Il y a un professeur de droit public, Serge Sur, un juriste éminent, qui affirme qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un coup d'État. C'est vrai qu'abolir une 5e République qui n'a pas si mal fonctionné que cela depuis 1958, notamment lorsqu'il y a eu des crises, il y a toujours un État et un gouvernement qui tiennent la barre, si j'ose dire. Comment vous recevez cette critique? Eh bien, elle me semble fondée sur le plan du droit. Nous avons justement précisément fait un système qui est très bordé juridiquement. Il s'agit en fait d'utiliser les règles de la 5e République pour valablement permettre aux Français de forger le nouvel ordre juridique que sera la 6e République. Il y a un article qui le permet, c'est l'article 11, qui permet au président de la République, donc en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, de proposer aux Français d'adopter par référendum une loi qui organise une assemblée constituante. Et ça, c'est totalement bordé constitutionnellement, contrairement à ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1962, qui était d'utiliser l'article 11 pour changer la Constitution elle-même. Là, Jean-Luc Mélenchon ne change pas une ligne de la Constitution. Simplement, il convoque l'assemblée constituante, et c'est nous, les Français, ensuite, qui devront réfléchir à nos nouveaux droits, nos nouvelles libertés. On ne pourra pas dire que c'est un coup d'État ou une sorte de putsch institutionnel, comme certains le disent aujourd'hui. Il n'y a pas de constitution Mélenchon. La seule personne aujourd'hui qui réellement propose ce type de mesures inconstitutionnelles, c'est Marine Le Pen, qui, elle, veut mettre... C'est inconstitutionnel. Nous sommes totalement bordés en droit. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Raquel Garrido, l'une des voix donc, qui porte la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Vous avez envie d'évasion? Ça peut se comprendre, alors ne bougez pas. On part en Argentine, évidemment, et on va aller découvrir la capitale la plus européenne, dit-on, d'Argentine, oui. Buenos Aires. Oui, Buenos Aires. Nous partons à Buenos Aires. Je vous montre un petit peu où c'est sur la carte. Vous voyez, c'est au sud de l'Amérique du Sud, sur l'océan Atlantique, à l'embouchure du Rio de la Plata, le fleuve d'argent qui servait à acheminer toutes les réserves d'argent qui se trouvaient en Bolivie au début de la colonisation espagnole et qui étaient acheminées par Buenos Aires, pour partir ensuite en Espagne. Donc c'est autour de cette embouchure que s'est organisée cette ville. Alors évidemment, elle a bien évolué. C'est une ville qui est en perpétuelle révolution. Il se passe tout le temps des choses, révolution artistique par exemple. C'est très intéressant d'aller visiter les points d'art à Buenos Aires, notamment la rue Caminito dans le quartier de la Boca. C'est un quartier qui est très intéressant, qui est
un peu dangereux encore la nuit, mais pourtant qui est très touristique le jour, qui est très joli. C'est l'ancien quartier industriel naval. Et à l'époque, les ouvriers avaient récupéré les matériaux pour construire leurs maisons, les tôles, les bouts de bois et également les peintures, qui étaient les peintures des bateaux, qui étaient donc toutes colorées, les peintures de ces coques de bateaux. Et ça a donné lieu à ces maisons, aujourd'hui encore toutes colorées, d'ailleurs, qui ont été repeintes depuis par des artistes. Donc voilà, l'art est dans la rue, l'art se propage. Il y a beaucoup de street art également tout autour. C'est encouragé par la ville de Buenos Aires. On va également voir le quartier de San Telmo, qui est un quartier très bohème, le quartier des écrivains, le quartier des philosophes, qui allaient dans les cafés pour réfléchir, pour discuter. C'est typique là-bas. Eh bien, ça continue. On vous propose aujourd'hui de visiter justement Buenos Aires par ces cafés. Et puis aussi, il faut sortir de la ville pour les curieux, aller dans la Pampa. Vous allez comprendre pourquoi. On dit de Buenos Aires qu'elle est la plus européenne des villes d'Amérique du Sud. Capitale et plus grande ville d'Argentine, elle abrite plus de 3 millions de porteños, porteños en espagnol, les habitants du port. La ville fut bâtie sur la rive gauche du Rio de la Plata. En 1536, ce n'était qu'une toute petite colonie. En 1936, pour célébrer ses 400 ans, fut érigé l'obélisque de Buenos Aires, l'une des icônes de la ville qui trône fièrement sur l'avenue du 9 juillet, la plus large du monde. À ne pas manquer la place de Mai, témoin historique et contemporain des grandes revendications du peuple argentin. Vous pourrez y admirer la Casa Rosada, le palais présidentiel. Au début du XXe siècle, le quartier de la Boca était industriel, naval et pauvre. Les habitations des dockers y étaient faites de tôles et de bois récupérés sur les chantiers et colorées avec les peintures destinées aux embarcations. Le quartier très vivant et populaire fut réhabilité par des artistes dans les années 50. Il devint alors une curiosité touristique. Aujourd'hui, la ville poursuit les rénovations. Elle a récemment transformé cette usine électrique en centre culturel et étend les œuvres d'art contemporain à l'ensemble du quartier en sollicitant des artistes qui lui donnent un nouveau visage. Moins connue que la Boca, fouinez un peu pour découvrir la rue Lanine. Là encore, à l'initiative d'un artiste, résident de la rue, l'art se propage sur les façades depuis une vingtaine d'années. Visiter une ville, c'est aussi vivre au rythme de ses habitants. Et dans le quartier de San Telmo, la pause café est obligatoire. Les cafés sont des lieux typiques. C'est sûr qu'ils sont un peu l'essence de toute la Grèce argentine. Passer un moment agréable et aborder les thèmes de la vie, les thèmes politiques, les thèmes de lettres, les thèmes de philo. Ici, on résout les problèmes du monde autour d'une tasse de café, en parlant dans un café. Et quand la nuit tombe sur la capitale, eh bien, elle ne s'endort pas. Direction Soho, ou le Vieux Palerme, au nord, de l'autre côté de la ville. Quartier aisé, quartier bobo, quartier branché. Et les porteños vous y attendent pour partager des cours de tango. Tous les âges et tous les niveaux glissent sur les dance floors des milongas. À vous de jouer. Changement de décor à seulement 30 minutes du centre-ville. Allez tester une activité de plus en plus en vogue. Rendez-vous dans une école de polo. L'Argentine est numéro 1 en la matière. C'est un endroit qu'on appelle le Ranch Martina. Ici, on apprend à préparer un cheval, à monter et à jouer au polo. On reçoit des gens du monde entier, certains ont déjà une expérience et d'autres non. C'est un sport qui rend la vie très agréable, car tu peux rencontrer toutes sortes de gens. Et dans mon cas, j'adore les chevaux, j'aime être dehors, j'aime la vie en extérieur et donc c'est formidable. Le polo ou le tango? Et pourquoi pas les deux? Mais oui, mais ouais. Le pogo, en fait. Ah, moi, honnêtement, hein, on est prêt à partir. Ça donne vraiment envie. Ouais. Vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez visiter Buenos Aires. On a tendance à y passer, hein, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est souvent on fait escale quand on part visiter l'Amérique du Sud, on y passe et puis on n'y reste pas. Moi je vous conseille vivement d'y rester au moins 3-4 jours. Faut faire le tour de cette ville. Si vous voulez tous les renseignements concernant Buenos Aires, vous allez sur le site de Télématin et là vous serez servi. Merci beaucoup Tania, on passe à la météo à présent.
qu'il est laid, le débilo, débilé, si beau, débile aussi laid. S'il est un débibot, c'est bien le beau débilé. Au débido, il y a le beau bobby. Voilà, petit exercice de diction, j'entraînais le beau débit de l'eau, le beau débit de lait. Ben, ça tombe très très bien parce que Loïc Ballet va nous parler de chocolat comme on le fait depuis le début de la semaine et comme on le fera demain d'ailleurs dans Télématin. Mais là aujourd'hui, on part en Suisse. Alors vous avez rien de très surprenant. Oui. Hein, c'est une de leurs spécialités, mais ce qui va suivre, les moins. Ah bah exactement, oui, parce que effectivement, on s'est intéressé au chocolat cette semaine et je me suis dit, bon, la France effectivement est, en termes de chocolat, c'est vraiment l'excellence. C'est-à-dire que nos chocolatiers sont connus dans le monde entier, les Japonais en raffolent, les Américains aussi. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une autre nation qui est très proche de nous, ce sont les Suisses, qui eux sont aussi des spécialistes du chocolat. La particularité chez eux, nous sommes allés du côté de Morges, regardez, la particularité en Suisse, c'est que c'est du chocolat au lait. Oh, bah, tiens. Alors, on pourrait se dire pourquoi, parce que tout simplement ils ont beaucoup d'alpages, on a cette région de Gruyère qui produit un lait merveilleux, donc justement ils se sont dit on va le mettre dans le chocolat. Et puis là, jusqu'à là, tout le monde me suit. Il y a la marmotte qui met la tablette au milieu des alpages, et puis il y a un chocolatier du côté de Morges qui s'est dit pourquoi on ne mettrait pas du lait d'ânesse? Ah. Là, c'est plus surprenant. Là. Et en fait, on pense que c'est surprenant parce que c'est aujourd'hui qu'on consomme plus de lait d'ânesse. Mais pendant des siècles, on a consommé du lait d'ânesse. Tout simplement parce que, sans les analyses qu'on a aujourd'hui, mais il y a des siècles, on consommait le lait d'ânesse, on le donnait aux nourrissons parce que c'est celui qui se rapproche le plus du lait maternel. Tout simplement. Et par exemple, si je vous dis que le lait d'ânesse est aussi n'a pas les propriétés du lait de vache dont certaines personnes pourraient être allergiques, par exemple. Donc les gens qui sont allergiques au lait de vache ne sont pas allergiques au lait d'ânesse. Donc ça, c'est aussi intéressant en fait. Et donc résultat, ce chocolatier qui s'est dit, il y a plein de gens qui ne peuvent pas consommer mon chocolat au lait de vache, et il s'est dit, je vais en faire au lait d'ânesse. Donc nous, on s'est dit qu'on allait aller voir comment ça se passait. Bonne idée. Voilà. Donc on a pris le triporteur et puis on allait voir les ânesses en Suisse. Bon, en Suisse, il y a du chocolat au lait et puis il y a depuis peu du chocolat au lait d'ânesse. Bonjour mademoiselle. Oui, oui. Pardon mesdames, pardon. Et je sais pas vous, mais elle est plutôt curieuse, la dame là. Hein, je pense qu'elle devrait aimer. Hein. Bon, Gérard, expliquez-moi comment on se retrouve à faire du chocolat au lait d'ânesse. Une fois, un client est venu me dire bonjour et puis il m'a posé la question, vous pouvez faire quelque chose avec du lait d'ânesse? Ah. Puis, il avait quelques ânesses dans ses prés, c'est voilà, ça? C'est pour ça. Puis je me suis dit, mais on peut faire du chocolat au lait d'ânesse, pourquoi pas? La grosse satisfaction, c'est qu'en faisant des recherches, on s'est rendu compte que le lait d'ânesse était hypoallergénique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont allergiques au lait bovin peuvent consommer du lait d'ânesse. Bon. Donc, chocolat au lait d'ânesse, tout à fait... Et puis ça fait des clients en plus. Ah ben bien sûr, bien sûr. Pardon mesdemoiselles, oui, il faut qu'on travaille un peu, on est désolé. Allez hop, en route. Pourquoi en fait le chocolat au lait est suisse et pourquoi les Suisses font du chocolat au lait? Alors ça, c'est une grande histoire. Hein. Il faut savoir que pas loin d'ici, c'est la Gruyère. Oui. C'est le pays du lait. Il y a des super alpages avec une gamme qui est très grasse, qui donne une qualité de lait exceptionnelle. Le problème, le chocolat ne supporte pas du tout l'humidité. On ne peut pas incorporer de l'eau ou du lait dans le chocolat. Donc il a fallu trouver le moyen de réduire ce lait en poudre. Donc c'est un procédé qui a été mis au point par Henri Nestlé. En fait, après, Daniel Peter a utilisé le lait en poudre pour ajouter au chocolat. C'est comme ça que le chocolat au lait a été inventé en Suisse. Alors le chocolat au lait d'ânesse, il est aussi en poudre. En gros, juste pour rassurer les gens, c'est quoi? C'est du lait qu'on monte à température pour le déshydrater complètement, c'est ça? Rien n'est rajouté. Rien n'est rajouté. C'est la poudre de lait, c'est le produit, la matière sèche du lait de sa totalité. D'accord. C'est ce qui donne sa caractéristique au chocolat. Et puis après, il y a le secret des chocolatiers pour faire le bon mélange. Ben voilà. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Hein? C'est ça. On
on fête aussi Pâques en Suisse. Bien sûr. C'est une grosse période pour vous? Alors c'est la plus grosse période au niveau fête du chocolat. Même avant Noël? Même avant Noël. D'accord. Chez vous, je crois que vous faites beaucoup la poule et Ouais. les cloches. Ouais. Nous, les cloches, on fait plutôt à Noël. D'accord. Et puis Pâques, c'est surtout le lapin. Ah, alors vous, en fait, ce ne sont pas les cloches qui amènent le chocolat, ce Non. sont les lapins. Voilà, on peut D'accord. dire ça comme ça. On peut peut-être aller se baigner, là, pour terminer, non? Ouais, bah alors je te laisse alors. Ouais, parce que tu me laisses y aller? L'eau Ouais. du lac doit avoir Ah ouais. 10-12 Pourtant, on m'avait degrés. dit que le Suisse était courageux. Oui, non, mais... Mais pas téméraire. Pas Ok. trop. Bon, vous avez goûté? Ah bah oui, oui, oui. C'est Alors, différent au niveau du... C'est beaucoup plus léger que un chocolat au lait de vache qui peut par moments être un peu écœurant. Voilà, alors moi je voulais juste vous présenter 3 autres chocolatiers. Alors ils sont français. Il y a l'Hôtel Le Collectionneur, voilà, qui vous est présenté, et qui est juste à gauche, voilà. Au milieu, on a le Parc Hayat qui s'est inspiré des maisons de couture. On a l'impression que c'est, vous savez, ce qu'ont les couturières pour mettre les aiguilles là, sur l'œuf. Et puis juste à côté, c'est la manufacture d'Alain Ducasse aussi, qui s'est inspiré des objets tournés en bois, voilà. On a l'impression qu'il a été tourné par un sculpteur en bois. Bon, et notre chocolatier suisse? Alors, c'est Gérard Fournereau, c'est à Morges, c'est en Suisse. C'est un endroit incroyable au bord du lac Léman. Voilà. Parfait, merci beaucoup. À demain, n'oubliez pas de venir. Ah bah oui. On va saluer Patrick Patrick Roger. Roger. Le bloc-notes. Voilà, Julien, elle a repéré des projets insolites. Des combats engagés. Et on va commencer tout de suite avec Avec une un vidéo combat assez, engagé. assez fine. Oui, Hein, c'est très bien fine, vu. très bien vu, combat engagé, on l'a dit, vidéo très fine qui dénonce l'inégalité de salaire entre hommes et femmes. Une vidéo qui a été réalisée par une chaîne du câble et qui a été diffusée sur Internet et qui depuis est devenue un énorme phénomène viral. Vous allez voir, elle est rapide, efficace, criante de vérité. C'est très bien vu et joliment imagé. Eric est augmenté? Excuse-moi Nicolas, je te rappelle. Pardon? Je viens d'apprendre que Eric est augmenté, alors que son salaire est nettement plus élevé que le mien, à la base. Ah bah c'est qui... Mais vous n'êtes pas sans savoir la conjoncture actuelle. Ah, c'est la conjoncture actuelle qui justifie l'inégalité de salaire avec Eric, qui n'est pas mon égal, hein. Personne ne l'ignore ici, ce type est une truffe. Ah, mais ma petite Camille, peut-être qu'à un moment, il vous a manqué quelque chose. Une rigueur exemplaire, une disponibilité totale, la combativité, la réactivité, la ténacité? Non. Une banane et 2 kiwis? C'est ça qui me manquait? Ah, eh ben alors, Alain, j'attends plus vite mon nouveau contrat avec mon nouveau salaire et mon augmentation. Bonne journée, à plus tard. Ah Vous oui, avez dit ça joliment imagé une ça a le bonne mérite corbeille d'être de clair. fruits et tout est résolu. Ouais. On va y penser. Alors, on continue avec une école de sorciers. Une école de sorciers ouvre en vrai. Regardez ce que ça donne. On est au château de Hermonceux, érigé au XVe siècle, ce qui va devenir l'école de sorcellerie de Bothwell. Alors on a tout, hein, la totale, ils ont fait le dress code, les vêtements de sorciers, les créatures magiques et un peu flippantes, les moments un peu particuliers. Le château va accueillir un jeu de rôle géant au cours duquel les élèves apprendront à jeter des sorts et se lanceront dans une quête qui les conduira à affronter toutes sortes de créatures magiques. Ça marche très très bien et ça fait un carton sur Internet parce qu'on sait que la population fan de Harry Potter est quand même très très impressionnante. Ah, James Blunt à présent, vous vous souvenez? You're beautiful. Oui. You're beautiful. Qu'est-ce qu'il a fait là? Alors, James Blunt, il sort un nouvel album. Et James Blunt, il sait que c'est un artiste populaire dont la musique est souvent qualifiée de musique de midinette et qu'elle n'est pas au goût de tout le monde. Donc il s'est dit, je vais faire une vidéo pleine d'autodérision pour lancer mon nouvel album. Il a créé un groupe qui s'appelle les James Blunt Anonymes. Hi, I'm Harry. I'm 18. Hi, I'm Patrick, and I'm 38. Hello, I'm Jane. I'm 57. Hi, I'm Claire. I'm 26, and So
Well, It's okay, Claire. We're all James Blunt fans here. thank you. C'est plutôt Bon, bien c'est vu. bien d'avoir un peu Oui. d'autodérision, D'autodérision. c'est bien. Bravo James Bond. La performance de la semaine, Julia. Est-ce que vous avez vu le film La La Land, comme beaucoup de gens? Alors, vous avez une scène au début de ce Oui. film absolument incroyable, avec un bouchon énorme, un travelling magnifique, et chacun sort de sa voiture, se met à danser, à chanter, une vraie comédie musicale, c'est magnifique. Pourquoi je vous parle de La La Land? Parce qu'un lycéen de l'Arizona, qui a beaucoup de suite dans les idées, il a voulu inviter Emma Stone à son bal de promo. Et il a fait une vidéo, il aurait pu se cantonner à faire une petite vidéo sur YouTube, mais non. Il a repris toute la scène d'introduction du film. Et vous allez voir, en plus, il a un petit air de Ryan Gosling. Je vous donne la suite après. I should have done it earlier, but now I'll sing the song. I think I'm kind of freaking out. This song took so much time, and I'm finding this real hard to rhyme. Jacob Summer is my name, Emma Stone. If you came, I think I'd lose it, go insane. We'll have to see. The pop clock's quickly counting down. I hope you'll want to come on down. I'll see your face and think of how I got so lucky. People say I look like Ryan Gosling, and maybe that's a bit far-fetched. In the valley of the sun, in the valley of the sun, in the valley of the sun, 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 in the valley of the sun. In the valley of the sun, in the valley of the sun. Emma Stone, please be the one. Maintenant, on attend la réponse Elle a d'Emma Watson. répondu. Elle a dit Emma Stone, elle a répondu. Elle n'est pas venue au bal de promo parce qu'elle tourne à Londres, mais elle a répondu un super joli message en lui disant qu'en plus, il avait vraiment un petit air de ressemblance avec Ryan Gosling, mais qu'elle aurait adoré l'accompagner. 1 million de vues pour cette vidéo. merci beaucoup Julia. On revient dans un petit instant avec Frédéric Zetoun. À tout de suite. La mode et la politique. Oui, Est-ce oui, que oui. ça fait bon ménage? Je commence par une page mode qui effectivement rejoint la politique. C'est dans l'Obs, regardez. L'hebdomadaire remarque qu'autrefois, comme vous le voyez sur la gravure, autrefois les hommes politiques portaient presque tous la barbe ou la moustache, symbole de respectabilité, notamment au 19e siècle. Ensuite, au 20e siècle, c'est passé de mode. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis quelques années, vous le savez, la barbe revient. La plupart des jeunes portent la barbe, même pas mal d'hommes finalement de tous les âges. Or, à l'inverse, regardez cette autre photo. Aucun des hommes candidats à la présidentielle de cette année ne portent ni barbe ni moustache. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça n'est qu'un détail ou bien est-ce que c'est révélateur? Les hommes politiques cherchant à être lisses, sans aucune aspérité. En tout cas, sur ce point aussi, ils ne ressemblent pas au commun des mortels, puisqu'ils ne suivent pas du tout la mode. Les politiciens ne sont pas à l'image de la société là-dessus non plus. C'est un détail, mais en même temps, ce n'est pas qu'un détail, estime cet article de l'Obs. Vous lirez ça dans l'hebdomadaire. Alors que vous soyez barbu ou pas, il y a aussi dans la presse beaucoup d'idées de sorties ce matin. D'abord en région parisienne, vous avez par exemple l'histoire de la mode, toujours avec les costumes que vous voyez en haut à gauche. Les costumes qu'on portait au début du XXe siècle, ça c'est une exposition au château de Champs-sur-Marne jusqu'en septembre. C'est aussi tout le week-end le festival du Cresson à Méréville dans l'Essonne. Vous voyez en bas, faites le plein de verre. Les cressonnières sont visitables. Eh oui, vous pouvez, les cultures de Cresson. Vous pouvez bien sûr déguster. Et puis dans le 18e, vous irez, c'est l'autre article, regardez en haut à droite. Dans le 18e, vous irez Thierry à ce championnat de roller, car je sais que vous-même, vous êtes un très bon... Je suis inscrit. Voilà. En roller acrobatique. J'y vais tous les ans. Vous faites des saltos et tout ça. Alors, vous ne le dites pas par modestie, c'est pour ça que je vous tends la perche. Compétition pour la Coupe de France et la Coupe du Monde quand même. C'est près de la porte de la Chapelle à Paris, nous dit le Parisien. À Versailles, cette fois c'est dans la Croix, il y a en ce moment une belle exposition Doisneau. Vous allez voir la photo avec Brigitte Bardot. Mais Doisneau, photo de mode et de mondanité, parce qu'il faisait ça aussi dans les années 50 pour les magazines, le célèbre photographe Robert Doisneau. Vous voyez au-dessus le Figaro intitulé « Un parfum de printemps ». Ça, c'est parce que je ne sais plus pourquoi. Oui, c'est la fête des plantes au château de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne. Donc, vous trouverez de quoi agrémenter votre jardin. Il y a des expos partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous trouverez de quoi agrémenter votre jardin. Donc, à Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne. Le jardin aussi dans le sud. Le supplément Week-end de la Croix nous conseille le Festival des Jardins à Grasse, à Cannes, à Nice,
à Menton. Vous voyez l'image de droite et à Juan-les-Pins. 10 jardins éphémères sont par exemple présentés jusqu'au 1er mai dans ces 5 villes. Vous voyez, là c'est à Menton sur la photo qu'on voit. Également dans le sud, image de gauche, l'Humanité nous rappelle, si vous aimez la musique, que c'est en ce moment le festival de l'art lyrique à Aix-en-Provence, incontournable pour les amateurs de grande musique jusqu'au 23 avril, nous dit l'Humanité. Enfin, je termine avec une page télévision, La Croix Week-end toujours, nous conseille l'excellente série 10%, vous connaissez la série 10% qui reprend mercredi prochain sur notre antenne, sur France 2, série qui se passe dans une agence d'impresario avec les vraies vedettes de cinéma qui jouent leur propre rôle. Cette fois-ci, il y aura Fabrice Lucchini, vous voyez, Le Parisien et La Croix en parlent, il y aura Fabrice Lucchini, Isabelle Adjani, Juliette Binoche dans leur propre rôle. Il paraît qu'ils se battent. Les stars de cinéma se battent pour participer parce que la série est vraiment très bien. Le concept va s'exporter au Canada et en Angleterre avec des vedettes locales. Et si vous êtes à Paris, sachez que 10% va même être projeté dans les cinémas ces prochains jours, dans les cinémas de la capitale et en banlieue, tous ces prochains jours. On nous dit Le Parisien, vous trouverez toutes les coordonnées dans le journal. Voilà, joli succès. Merci beaucoup, Frédéric. On aura le plaisir de se retrouver demain pour la revue de presse des magazines que vous lirez ce week-end. Et si on partait, si on s'évadait un petit peu, on va en profiter.